Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. Les jours se suivent et se ressemblent. Nantes a connu aujourd'hui sa 15e mobilisation contre la loi travail, avec toujours le même scénario, un cortège d'abord pacifique, et puis des provocations, des dégradations, des gaz lacrymaux, et toujours ce bruit d'hélicoptères au-dessus du centre-ville. Les habitants, les commerçants le disent et le redisent, ils sont inquiets, ils sont en colère, ils en ont marre. Et de l'autre côté, la mobilisation qui ne faiblit pas, avec même de nouveaux secteurs qui se mobilisent. Aujourd'hui, c'était les dockers, les routiers notamment. Alors que faire aussi face à cette fameuse loi travail qui divise la gauche et qui semble creuser de plus en plus le fossé entre les élus et les citoyens? Comment le gouvernement et le Parti socialiste peuvent se sortir de cette crise de défiance? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, on a choisi ce soir d'inviter Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je le disais aujourd'hui, 15e journée de mobilisation depuis le 9 mars. On a presque oublié, on ne faisait plus les comptes, mais ça fait 2 mois et demi que le centre-ville de Nantes est le théâtre de mobilisation, de débordements, de dégradations. Aujourd'hui, entre 3500 et 8000 manifestants se sont rassemblés dans les rues de Nantes. C'était plus calme, on peut le dire, mais il y a quand même eu des débordements. On le voit sur ces images, voilà, des affrontements avec les forces de l'ordre et puis des dégradations. Que pensez-vous, vous, de ces images? Vous en avez marre de voir ça? Comme tous les Nantais, évidemment que j'en ai marre. Ces violences sont insupportables. Il est absolument nécessaire de trouver les moyens pour mettre fin à cette spirale de la violence. Dans le même temps, vous le savez, la semaine dernière, j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour lui faire part de la gravité de la situation à Nantes, pour demander aussi des forces supplémentaires que nous avons obtenues. Je fais aujourd'hui le constat que ces forces supplémentaires ont permis de limiter les dégradations et les violences qui ont eu lieu cet après-midi. Il n'en demeure pas moins, et vous venez de le rappeler, qu'à la fin du cortège, en fin de manifestation, de nouveaux dérapages, même si plus isolés, ont eu lieu, et que ça, évidemment, c'est inacceptable. Alors, plus de moyens policiers sur le terrain, il y a eu plus de CRS aussi qui étaient envoyés de la part de l'État suite à votre demande. Et pourtant, on a l'impression d'un changement de stratégie sur le terrain. Aujourd'hui, nos confrères qui étaient sur la manifestation ont dit que la police était plus en retrait. C'était aussi ça qu'il fallait faire, changer de stratégie? Je crois en tout cas que ce qui s'est passé cet après-midi montre que la stratégie des forces de l'ordre, la mobilisation qu'il faut saluer, parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui aussi sont engagés depuis plusieurs semaines, a permis, je le redis, de limiter un certain nombre de dégâts. Au-delà, c'est l'image de la ville qui est en jeu, parce que certes, on peut, et vous l'avez dit, observer que la réalité, c'est qu'au moment où on parle, c'est sans doute la manifestation qui a entraîné le moins de dégradation. Ce n'est pas pour cette raison qu'on doit considérer que c'est terminé, ce n'est pas pour cette raison qu'on doit considérer qu'on peut s'en contenter. Même une dégradation dans le centre-ville, ce serait toujours trop. C'est déjà trop. Et puis on se dit, il était temps, c'est la 15e journée de mobilisation. Aujourd'hui, enfin, on arrive peut-être à contenir ces débordements. Pourquoi c'est si difficile d'empêcher la casse à Nantes? D'abord parce que ces manifestations, elles sont plurielles. Il y a à la fois des manifestants qui, avec leurs convictions et en sincérité, défilent. Et ça, c'est leur droit dans un pays où la liberté de manifester, c'est un bien essentiel. Et puis, il y a aussi, et il faut le dire, le dénoncer, des groupes minoritaires, ultra-violents, de casseurs, qui sont venus là dans un unique objectif, c'est détruire. Vous savez, quand j'ai été à la gare la semaine dernière, moi, j'ai été très frappée de ce que m'ont dit les agents de la SNCF. Quand vous entendez ces hommes et ces femmes vous dire, encore sous le coup de l'émotion, pourquoi ils se sont sentis, eux, en danger, eux qui n'étaient là juste pour renseigner les voyageurs, pour faire leur métier, pour assurer le service public. Alors oui, on prend la mesure du niveau de violence de ces groupes minoritaires. C'est la raison pour laquelle moi je considère qu'il faut être d'une fermeté intransigeante avec les casseurs. Mais pourquoi à Nantes plutôt qu'ailleurs? Des mobilisations, il y en a partout en France, à Nantes et à Rennes, enfin dans l'Ouest singulièrement. Ils sont plus violents, ces casseurs sont plus présents. D'abord, ce n'est pas qu'à Nantes. Vous avez vu les événements particulièrement violents qu'il y a eu à Rennes la semaine dernière. Aujourd'hui, à nouveau, dans quelques grandes villes françaises. Ensuite, il y a à Nantes et à Rennes à la fois une histoire
depuis plus d'une quarantaine d'années, hein, soyons clairs, des foyers anarchistes, d'extrême gauche, violents. Et puis, ça a été particulièrement vrai à Rennes la semaine dernière, des gens qui viennent au-delà du territoire national, de toute l'Europe, parce que ce qui s'est passé à Rennes la semaine dernière, par exemple, c'était exclusivement un rassemblement de casseurs. On était très loin de la loi travail, puisque d'ailleurs le mot d'ordre, c'était les violences policières. Vous l'avez dit, l'image de la ville, elle en pâtit, évidemment, de ces casseurs qu'on retrouve de manifestation en manifestation. En plus, à Nantes, on est aussi le théâtre de mobilisation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y a aussi les zadistes, casseurs, zadistes, ça fait beaucoup. Vous faites la part des choses ? Moi, je fais la part des choses entre les manifestants qui défendent leurs convictions, quel que soit le combat, quelle que soit la liberté d'opinion de chacun, et celles et ceux qui sont là pour casser. Qu'on soit zadiste ou casseur, à partir du moment où on dégrade un bien public, à partir du moment où on porte atteinte à une personne physique, alors rien ne justifie jamais cela. Mais dans le même temps, le centre-ville, c'est pas que ça. Dans la période que vous venez de décrire, il y a aussi eu la nuit des galeries à Nantes. Des centaines et des centaines de personnes qui sont venues découvrir la qualité culturelle de la nuit nantaise. Et je peux vous dire que les responsables des galeries qui étaient là étaient non seulement heureux de voir l'affluence dans leurs galeries, mais on voyait aussi des Nantais qui disaient « ça fait du bien. Ça fait du bien parce que notre ville, on l'aime, parce que notre centre-ville, on y est attaché. Dans la période qui vient de s'écouler, ça a aussi été le printemps des jardins, avec pour la première fois des concerts dans les parcs nantais. Et je crois qu'il faut le dire, ça aussi. Parce que notre responsabilité, c'est à la fois de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la violence, et en même temps, de montrer le positif. C'est la raison pour laquelle je suis en dialogue permanent avec les commerçants, notamment, et que je souhaite, avec eux, dans les semaines qui viennent, prendre des initiatives pour montrer aussi le potentiel de notre ville. Et puis aussi peut-être redorer vis-à-vis de l'extérieur, parce que là on parle aussi beaucoup des Nantais, vis-à-vis de l'extérieur, redorer l'image de cette ville de Nantes. Nantes est une ville connue et reconnue pour sa qualité de vie. Donc moi, j'ai confiance dans les forces de Nantes pour donner à voir de ce que nous avons. Mais je crois que c'est en le faisant collectivement qu'on pourra, de ce point de vue, passer un message positif. Mais pour l'instant, la priorité, c'est de mettre fin à la spirale de la violence. Qui a impacté, vous l'avez dit, les commerçants, singulièrement les commerçants du centre-ville. Plusieurs fois, à la Chambre de commerce et d'industrie, les commerçants vous ont interpellé sur leurs préoccupations, sur leurs inquiétudes. Je vous propose de revoir d'ailleurs un reportage qu'on avait diffusé sur cette antenne jeudi dernier, pendant la dernière mobilisation. Des visages collés aux vitres et des magasins fermés, les commerçants de Nantes ont beau être habitués aux manifestations depuis quelques semaines, certains ne sont pas très sereins. On ferme la porte, voilà. Parce que de temps en temps, on n'est pas très rassuré non plus quand même. Hein, mais là, ça a l'air d'être plus virulent que ce midi. Oui. Oh là là, mais il faut voir comment ils sont casqués. Ceux qui travaillent sur le parcours du cortège ont pris leurs habitudes pour protéger leur commerce et leurs clients. On laisse ouvert quand même toute la journée, c'est juste qu'à l'ouverture, on ferme vraiment la porte quand le cortège passe devant les bureaux. On a sorti que la moitié de la terrasse, on a la terrasse sur le côté, et puis on attend de voir, quoi. On surveille dans quel sens ils vont. Bon, là, on a été obligé de remballer la terrasse, mais donc voilà, on sait qu'on ne fera pas de chiffres cet après-midi et puis de toute façon, les clients nous le disent, hein, dès qu'il y a manifestation de prévue, ils désertent le centre-ville. Aucun intérêt pour eux de venir et puis d'être mêlés à tout ça. Voilà, les gens ne vont plus dans le centre-ville pendant les manifestations. Du coup, ça impacte le chiffre d'affaires qui se trouve en berne pour ces commerçants, on l'a entendu. Des rideaux fermés aussi. Qu'est-ce que peut faire le maire de Nantes pour répondre à ces préoccupations-là ? Les commerçants, depuis plusieurs semaines, je les rencontre régulièrement. J'étais il y a maintenant presque 3 semaines à l'Assemblée générale de l'association de Plein Centre. J'ai vu à nouveau sa présidente, Nathalie Degnaud-Mignon, la semaine dernière pour faire le point avec elle, pour regarder ensemble les initiatives que nous pourrions prendre dans les semaines à venir. Et dans le même temps, ce matin, j'ai interpellé l'État, j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur pour demander à ce que la solidarité nationale puisse jouer. Concrètement, j'ai demandé à ce qu'un fonds d'indemnisation pour venir compenser les pertes subies par les commerçants, notamment liées aux questions de franchise, puisse être étudié par le gouvernement. J'espère une réponse positive dans les prochains jours. Et vous êtes associé aussi avec la députée maire de Rennes, hein, qui a posé une question cet après-midi aussi au gouvernement sur ce fonds de soutien. Donc vous avez
de bonnes chances qu'il prospère, qu'il existe? Oui, nous travaillons main dans la main avec Nathalie Appéré. Nous avions ensemble évoqué son intervention cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'est important que les commerçants nantais, mais plus globalement, que les Nantaises et les Nantais sachent qu'on est à leur côté et qu'au-delà de la présence sur le terrain, on déclenche au plus haut niveau de l'État des aides concrètes, pragmatiques, qui vont pouvoir venir les soulager. Alors ça, c'est l'aspect commerçant. On l'a vu aussi dans les images, il n'y a pas eu que des commerces qui ont été dégradés, aussi du mobilier urbain, aussi de l'espace public. Est-ce que ce sont les Nantais qui vont payer la facture? Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une dégradation, par exemple sur les bâtiments municipaux, la ville porte plainte. C'est une question de principe. Ensuite, la réalité, c'est que quand ça appartient à la ville, eh bien, c'est sur le budget nantais que l'on prend. Donc, la réalité, c'est que l'argent qui sera mis là ne sera pas mis ailleurs. Ça peut impacter, du coup, les impôts fiscalité des Nantais ménages, aussi? non. La fiscalité des ménages? L'argent qui sera mis là ne sera pas mis ailleurs. Parce que c'est avant tout une histoire d'assurance aussi. Quand, par exemple, les arrêts de tram, les arrêts de bus se sont dégradés, il y a aussi des assurances qui jouent? Bien sûr, c'est aussi la raison pour laquelle, quand j'en parlais tout à l'heure pour les commerçants, quelle est leur inquiétude aujourd'hui? Que leur franchise ne soit pas prise en charge et que certains surplus liés aux assurances ne soient pas pris en charge. C'est tous ces sujets-là qu'il faut regarder de manière très concrète. Alors évidemment, on va aussi parler du fond de l'affaire, cette loi El Khomri. Aujourd'hui, il y avait des syndicalistes aussi qui se sont mobilisés contre cette loi. Et je vous propose de les écouter. Ils répondent aux questions d'Anne Judic. C'est un cortège intersyndical qui se prépare à défiler ce mardi matin. Force ouvrière, Solidaire, CGT, UNEF et d'autres réunis pour faire plier ensemble le gouvernement. C'est une semaine décisive avec 2 manifestations aujourd'hui et puis jeudi. On espère que la mobilisation va rebondir et des secteurs, notamment dans le privé, vont embrayer pour essayer de faire retirer cette loi qui est particulièrement scélérate. Valls, Hollande, Gattaz, Berger, on n'en veut pas de votre projet. Une mobilisation renforcée par les opérations de blocus débutées ce matin à Donges ou encore à Carquefou. Le fait que les routiers, pour certaines villes de France également, tous les services de voirie qui commencent à se mettre en grève. Donc on sent qu'il y a des choses qui se passent et que tous les moyens d'action sont bons pour pouvoir faire réagir et en tout cas faire en sorte de se faire entendre par ce gouvernement qui est de plus en plus sourd. Le nerf de la guerre, c'est ça, quoi. C'est bloquer l'économie. Une fois qu'on aura bloqué l'économie, on pourra peut-être se mettre autour d'une table avec nos gouvernants. La manifestation s'est achevée peu après midi avec un nouveau rendez-vous jeudi et un mot d'ordre, grève générale. Il nous faut hausser le ton et faire franchir à la mobilisation un cran supérieur. Et le cran supérieur, effectivement, c'est la grève reconductible dans le maximum de secteurs. Donc la généralisation de la grève reconductible afin d'asphyxier complètement le pays, car c'est la seule voie, le seul langage que comprenne le gouvernement, enfermé dans un autisme absolument cynique et révoltant. Voilà, le dialogue se tend, on vient de l'entendre justement avec des appels à la grève générale. On a entendu aussi au début une loi qualifiée de scélérate. Vous en pensez quoi, vous, sur le fond de cette loi El Khomri qui a connu des modifications mais qui est toujours en l'état et qui ne satisfait toujours pas? Sur la loi, je l'ai dit clairement et publiquement au début du processus. Le projet de loi tel qu'il était initialement préparé, moi, il ne me convenait pas, pour 2 raisons. D'abord, pour une raison de méthode. Je crois, moi, qu'on réforme dans le dialogue. Et à l'évidence, il y a eu de ce point de vue plus qu'un problème. Ensuite, pour une raison de fond, je considérais que ce texte était déséquilibré entre les différents éléments qui étaient proposés entre les salariés et les employeurs. J'ai ensuite observé qu'il y avait eu des améliorations de ce texte. Il faut aussi les évoquer. J'en cite quelques-unes. Quand on voit que le plafond d'indemnité prud'homale a été retiré, quand on voit que l'augmentation du temps de travail pour les apprentis a été retirée, mais quand on voit aussi des avancées dont on ne parle jamais, ce qui est bien la difficulté de la situation dans laquelle on est. J'en prends 2. Est-ce que vous savez, par exemple, que pour les femmes qui partent en congé maternité, le temps de protection contre le licenciement est passé suite aux avancées de 4 à 10 semaines. Est-ce que ceux qui nous écoutent savent que sur le droit à la déconnexion, vous savez, cette idée qui est de dire que dans une société numérique, il faut aussi protéger les salariés du tout numérique, eh bien, cette possibilité est passée ouverte pour les entreprises de 300 salariés
aux entreprises dès 50 salariés, oui, il y a eu des évolutions dans le texte. Il y a eu des évolutions, mais il y a encore des articles qui posent problème, notamment les accords d'entreprise qui peuvent déroger à la loi générale sur les 35 heures, sur le temps de travail, par exemple, des accords d'entreprise qui peuvent être supérieurs à la loi, le licenciement économique aussi. Il y a toujours des choses qui coincent. C'est aussi pour ça qu'il y a une mobilisation dans les rues aujourd'hui. Il y a toujours des sujets qui fâchent. Il y a aujourd'hui, je crois, un désaccord qui existe et un débat qui est de dire est-ce que ce texte a suffisamment progressé ou pas. C'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Ensuite, je le redis quand même, je ne crois pas, moi, que les violences soient liées directement et exclusivement à la loi travail, ni même à l'utilisation du 49.3. Et on pourra reparler du 49.3. Est bien liée à la loi travail. À Nantes, j'observe que les violences ont commencé avant ce moment-là. Oui. Ensuite, sur la loi travail, il y a débat. Et ça, c'est bien naturel. Est-ce que l'équilibre est respecté? Est-ce qu'on a suffisamment progressé? Puis il y a des vraies questions de fond. Vous en évoquiez une. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas de faire confiance au dialogue social et de considérer que des accords de branche peuvent s'imposer? Moi, je crois plutôt, pour le coup, que ça fait partie des avancées de la loi. Ensuite, il y a des points sur lesquels on devrait aller encore plus loin. Mais surtout, on le voit, cette loi est mal partie depuis le début. La méthode, je le redis, l'absence de dialogue social en amont et le déséquilibre initial. Faites un sondage aujourd'hui et demandez qui connaît le contenu de cette loi, comment on est aujourd'hui en situation de pouvoir, bien sûr, en débattre. Je crois que de ce point de vue, les responsables politiques ont une responsabilité. Alors vous le dites, il n'y a pas eu de dialogue avant, il faut du débat aujourd'hui. Il n'y en a pas eu non plus sur l'adoption de la loi, puisqu'il y a eu le fameux recours à l'article 49.3 qui a été déploré par certains élus socialistes, par notamment la nouvelle élue socialiste Karine Daniel, par votre adjointe aussi Myriam Naël, qui sur les réseaux sociaux ont dit « c'est déplorable d'avoir recours à cet article, c'est un déni de démocratie ». Vous pensez que c'était une bonne idée? Moi, je le dis clairement, le 49.3, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que c'est dans le dialogue qu'on réforme, parce que c'est dans le débat qu'on avance. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ce n'est pas une bonne chose. Ensuite, ça ne l'est pas non plus, parce que si vous me demandez est-ce que c'est révélateur de la situation politique actuelle, oui, évidemment que c'est révélateur de la situation politique actuelle, y compris pour la gauche et y compris pour les socialistes, si vous voulez, le fond de ma pensée. Et pourquoi ce n'est pas une bonne chose d'avoir dû aller jusqu'à l'utilisation du 49.3 ? C'est que, je l'ai dit, il y avait eu un début d'avancée. Il y a eu des progrès de fait sur l'équilibre de cette loi et que la discussion parlementaire aurait permis de continuer à faire progresser un certain nombre des questions que vous avez d'ailleurs évoquées. Mais vous en voulez aussi, là, à Manuel Valls, d'avoir mis finalement de l'huile sur le feu, y compris justement dans les mobilisations dans la rue qui ont redoublé avec cet usage du 49.3. Je fais la distinction entre deux choses. Jamais je considérerais que les violences dans la rue sont légitimées par telle ou telle disposition, qui d'ailleurs figure dans la Constitution. Donc les violences, c'est inacceptable. Sur ce sujet, il faut être intraitable. Ensuite, vous me demandez ma position sur le 49.3. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mais est-ce que pour autant, je ne crois pas que le 49.3 doit venir cautionner les violences. Cet lien-là, je refuse de le faire. Parce que alors, en démocratie, ça veut dire que tout peut être utilisé pour justifier la dégradation des biens physiques, l'agression physique des personnes, et ça, c'est inacceptable. Est-ce que, par contre, vous faites le lien entre l'article 49.3 et la motion de censure? Est-ce que vous auriez fait partie des 28 députés socialistes qui ont voulu faire déposer une motion de censure à l'encontre du gouvernement? Non, moi, je le dis clairement, j'aurais voté la loi El Khomri telle qu'elle est aujourd'hui. Je n'aurais pas voté le projet de loi initial pour les raisons que j'ai évoquées, la méthode, l'absence de dialogue, le déséquilibre. J'ai avancé tout à l'heure un certain nombre de progrès. Donc je le dis là aussi en sincérité, en l'état, j'aurais souhaité continuer à faire progresser la discussion parlementaire et j'aurais voté la loi El Khomri. Mais vous n'auriez pas voté la motion de censure. Vous n'auriez pas voté la motion de censure, en tout cas vous l'avez dit. Non, puisque j'aurais voté la loi El Khomri. Mais bon, ça ne s'est pas présenté, en tout cas, de voter la loi El Khomri. Le Parti socialiste, en tout cas, ne va pas bien, vous l'avez dit, il est particulièrement divisé. Comment vous faites, en tant qu'élu socialiste, élu local, pour compenser aussi cette désaffection des citoyens envers le gouvernement national? Comment vous êtes prise entre ces... Moi, je fais mon job. Et mon job, c'est de m'occuper de Nantes. Mon job, c'est de fixer un cap pour cette ville. C'est de pouvoir le traduire avec des propositions concrètes. Ça, c'est sur Nantes. Et c'est ma priorité, mon unique
point de préoccupation. Ensuite, est-ce que je fais remonter à Paris, dans les échanges que j'ai, y compris avec le gouvernement, l'impatience que j'entends sur le terrain, le colère, la frustration, et puis une certaine déception sur certains sujets du peuple de gauche? Oui, je le fais en liberté, et dans le même temps, quand il y a des avancées, je les évoque aussi. Quand je considère que c'est la fierté de ce gouvernement d'avoir refait de l'éducation une priorité, je le dis parce que dans ma ville, je vois dans la préparation de la rentrée prochaine les conséquences que ça aura pour nos enfants, dans nos classes. Donc je reste libre tout en disant oui, sur ça on a avancé, parce qu'il en va aussi de la qualité du débat démocratique. Si personne ne dit les milliers d'étudiants boursiers qui ont vu leur situation s'améliorer, alors comment on est crédible? Moi, mon sujet, c'est le cap pour Nantes. Aussi. Non, ce n'est pas de dire ça va mieux, parce que la reprise concrète de la croissance, tout le monde l'attend plus palpable, plus réelle. C'est de dire, soyons clairs, disons où on a été bon. Sur l'éducation, je considère qu'on a été bon. Sur les étudiants boursiers, je considère qu'on a été bon. Où on a failli, je crois qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a failli. Sur la déchéance de nationalité, par exemple, on a failli. Jamais je n'aurais voté la déchéance de nationalité. Il nous reste un peu moins d'une minute. Fin août, Nantes va accueillir l'université d'été du Parti socialiste. Vous êtes toujours contente que Nantes soit la ville hôte? D'abord, c'est toujours une bonne nouvelle quand Nantes accueille un congrès, quel qu'il soit, parce que c'est bon pour l'économie locale et c'est bon pour l'emploi local. Donc ça, c'est le maire qui vous le dit. Ensuite, la socialiste, elle vous dit que si c'est un moment, comme le souhaite le parti, pour aller vers une ouverture plus forte de la gauche aux écologistes et à la société civile, à la gauche dans sa diversité, eh bien, je considère que ça ressemble à ce que je fais ici avec mon équipe, à la ville et à la métropole. Et puis pour finir, ce sera le week-end des rendez-vous de l'Erdre. J'espère donc que ce sera aussi l'occasion de donner l'image de Nantes, de ce qu'elle est. Une ville culturelle, une ville qui bouillonne, une ville inspirante. C'est d'abord ça, Nantes. Merci beaucoup, Johanna Rolland, de nous avoir accordé cet entretien. C'est la fin de notre émission. Excellente soirée sur Télé Nantes. On se retrouve demain à 18h.